Bonjour à tout le monde tout d'abord. On attaque aujourd'hui la 13e journée philosophique au lycée François Ier. Et on a le plaisir de recevoir d'ailleurs Madame Fossier, qui est l'ancien proviseur du lycée François Ier. Et c'est avec elle qu'on avait lancé cette journée philosophique. C'est elle qui m'avait d'ailleurs encouragé à continuer, parce que moi j'étais parti pour faire une première journée qui était un hommage à Jean-Paul Sartre. Et puis après je me suis dit pourquoi pas continuer. Elle m'avait dit mais si, c'est une très bonne idée, allez-y. Et elle a très bien fait de m'encourager puisque ça continue, voilà. Et elle peut venir 13 ans plus tard, effectivement assister à une journée sur un thème. Au début on a beaucoup travaillé sur des auteurs, on avait travaillé sur Sartre, ensuite on avait pris le thème de la justice, ensuite on avait fait une matinée freudienne, voilà. Et puis maintenant on est parti plutôt sur des thèmes qui sont choisis, donc avec l'ensemble des collègues qui s'investissent dans cette activité. Alors cette année, on a pris un thème qui est, je crois, malheureusement un petit peu d'actualité, la peur. Et j'aimerais tout d'abord, dans cette première intervention, faire une présentation générale de la peur. Mon propos est relativement modeste, il s'agit de définir, baliser le terrain, sachant que dans toute la journée, des collègues vont intervenir, les uns sur la peur chez Stefan Zweig, donc voir ce qu'un écrivain peut en faire, d'autres sur les peurs infantiles. Les danseuses vont nous montrer aussi ce que peut donner la peur très concrètement quand on cherche à en faire quelque chose de chorégraphique, etc., etc. Toute la journée, donc, on va être amené à décliner ce thème. Donc, mon idée, c'est de faire une présentation générale, avoir, je dirais, quelques éléments qui nous permettent d'appréhender cette peur. Alors, j'ai choisi, évidemment, une première illustration qui semble adaptée. Et puis, puisqu'il s'agit d'en donner une définition, partons peut-être d'une définition très générale que je vais d'ailleurs prendre le temps de commenter au fur et à mesure que je vais avancer. Vous allez voir, je la donne tout de suite. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, l'idée c'est de développer ce point-là. La peur, si on prend cette définition d'un historien, qui a écrit un ouvrage sur la peur en Occident, la peur est une émotion choc, souvent précédée de surprise, provoquée par la prise de conscience d'un danger présent et pressant, qui menace, croyons-nous, notre conservation. Je crois qu'effectivement, là on a une définition déjà assez complexe, et il va falloir, je pense, essayer de comprendre tout cela. Mais pour ce faire, je pense qu'on peut partir sur un biais tout simple. D'abord se poser la question, qui n'a jamais eu peur? C'est d'ailleurs renvoyer à l'expérience de tout à chacun. J'ai pris deux illustrations que j'ai tirées de films de la Hammer, c'est les films des années 60, 50, qui étaient assez connus pour être des films d'horreur. Enfin, c'est pas les films d'horreur qu'on a actuellement, parce que là, c'est beaucoup plus trash, si je puis dire. Et puis, vous avez donc notamment un Dracula qui est joué par un acteur assez connu qui s'appelle Peter Cushing. Voilà. Donc, qui n'a jamais eu peur? Et effectivement, quand on parle de la peur, immédiatement, on a des expériences assez différentes. Entre les peurs infantiles, quand finalement l'obscurité arrive, les lumières s'éteignent, et subitement on est en train de trembler dans son lit en se disant qu'est-ce qui va nous arriver, surtout si on a lu quelques contes avant qui étaient des contes effrayants. On pense aussi à la peur du vide. Il y a M. Geoffretin, un professeur de philosophie, qui va nous parler du vertige, de cette peur qui est quand même assez classique. Je suis sûr dans la salle, il y a au moins une ou deux personnes qui souffrent de ces histoires de vertige et c'est jamais très agréable. Peur parfois de se lancer dans une activité par timidité. On a aussi toutes les phobies. Faut oublier qu'en grec, phobie, ça signifie la peur. Claustrophobie, arachnophobie, agoraphobie, et j'en oublie encore, évidemment. Peur de la solitude aussi. Peur d'être abandonné. Après tout, c'est aussi un point qui parfois nous touche. Mais vous voyez, peur de la guerre, peur du terrorisme. Mais également, je dirais, il y a des peurs qui sont plus imaginaires. Peur des vampires, à la manière de Dracula. Peur des fantômes, des clowns. Et vous en avez un beau qui se trouve, vous avez sans doute vu dans
dans une des cours du lycée. C'est les élèves d'art plastique qui nous ont fait un beau clown qui, à première vue, est là pour faire rire les enfants, mais on sait que les clowns, c'est aussi, dans les films d'horreur, souvent les personnages les plus effrayants, un peu curieusement. Peur des monstres aussi qui se cachent, on le sent bien, sous notre lit, la nuit, etc., etc. Donc on a ici, je dirais, tous des expériences particulières de la peur. À chaque fois, évidemment, c'est une sorte d'émotion qui monte en puissance avec un danger réel ou imaginaire. Et face à ces peurs, d'ailleurs, on se dit, on aimerait bien finalement échapper à cette peur, repousser cette peur, parce qu'à vrai dire, il y a aussi une peur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a peur aussi de la peur. Et c'est un point qu'il faut sans doute prendre en considération. Ayant dit ça, on voit que c'est une expérience partagée, commune, diverse. J'ai envie, pour justement commenter cette définition qu'on a donnée au début, voir quelques préjugés qui existent sur la peur. Ensuite, je ferai une analyse plus précise de cette notion de peur, toujours en m'appuyant sur cette définition. Vous voyez, mon propos est toujours modeste, je donne une définition. Il s'agira, au fond, dans une large mesure, de l'expliquer. Et puis, je me poserai une question alors, plus compliquée. J'irai assez vite là-dessus, mais c'est aussi pour lancer, je dirais, un débat sur cette histoire-là. Existe-t-il un bon usage de la peur? Ce qui n'est pas une chose évidente. D'abord, quelques préjugés sur la peur. J'ai envie de dire que quand on cherche à savoir ce qui explique le comportement habituel des êtres humains, on ne pense pas nécessairement à la peur. On va plutôt penser au désir. On se dit, au fond, on est bien loti si, quand on cherche à comprendre les individus, on se dit, il y a trois grands désirs, en gros. Il y a ceux qui cherchent le plaisir, il y a ceux qui cherchent l'argent et les biens matériels, et puis il y a ceux qui cherchent la gloire. On se dit, après tout, ces trois désirs sont là. Et on met ça en avant aussi parce que le désir, là j'ai pris des illustrations de Tex Avery, le désir est ce qui nous pousse en avant. Et on se dit, c'est quelque chose de positif, voilà. Alors que la peur, on l'oublie un peu souvent, parce que, là j'ai pris une autre illustration de dessin animé. La peur, c'est plutôt ce qui nous fait fuir. Il y a deux mouvements contraires. Il y a un mouvement qui est un mouvement d'appropriation. Dans le désir, on cherche à capter quelque chose. Le désir semble en ce sens positif. Et puis la peur est plutôt une façon de repousser, mouvement de recul, fuite. On voit d'ailleurs que dans ce dessin animé, Tex Avery a montré que celui qui fuit, il a quand même son objet de désir, puisqu'il a le petit oiseau qu'il a en main et qu'il a sans doute l'intention de manger. Donc on peut concilier les deux. Mais en tout cas, voilà. Ce qui fait que il y a, je dirais, un premier préjugé qui fait que quand on cherche à comprendre l'attitude des individus, on ne met pas vraiment l'accent sur la peur. Pourtant, si on regarde un petit peu les trois grandes passions que j'ai montrées, à savoir la recherche du plaisir, la recherche des biens matériels, la recherche aussi de ce qu'on pourrait appeler la gloire, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ça cache, ou ça dessine en creux des peurs. Après tout, derrière la recherche du plaisir, il y a la peur de la souffrance. Si on appelle la recherche du plaisir, d'une manière générale, l'amour, on dira c'est la peur aussi de la solitude qui se cache derrière tout ça. Si on regarde celui qui est ambitieux, qui cherche vraiment à se faire remarquer, on se dit il y a un manque derrière tout ça, et ce manque cache peut-être la peur de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être reconnu à sa valeur. Et enfin, celui qui cherche absolument à avoir des biens, on se dit que c'est pas simplement de l'avarice ou de la cupidité, parfois c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Donc on voit que finalement, derrière ces mouvements qui semblent positifs, qu'on appelle les désirs, se cachent, tapis dans l'ombre, d'une certaine manière, des peurs qu'on a parfois du mal un petit peu à s'avouer. Alors, donc en fait, voilà, j'ai envie de dire, il arrive souvent d'ailleurs que la peur soit plus forte que les désirs. Il suffit de penser par exemple à celui qui est timide, qui se retrouve dans une situation où il a la personne à qui il désire dire des choses très agréables et qui se trouve paralysé par la peur. Parfois la peur est plus forte que le désir. Pensons aussi à l'ambitieux qui se dit, voilà, je suis parti dans une entreprise, mais subitement il voit des périls, il commence à douter, il commence à avoir peur.
Et il abandonne précisément ce qui était éventuellement une carrière ou éventuellement un projet qui pouvait effectivement être un projet grandiose. Donc on voit que souvent, ce qui explique le comportement humain, ce ne sont pas tant les désirs que les peurs. Sans compter, je dirais, toutes ces personnes dont une partie de l'existence est une stratégie d'évitement justement par rapport aux difficultés. Il y a des personnes qui disent mais on ne comprend pas, pourquoi cette personne fait-elle ça, pourquoi refuse-t-elle d'entrer là-dedans, pourquoi précisément ce qui semble facile à tout le monde, elle ne le fait pas. Et on se dit qu'au fond, ce qui se cache derrière tout ça, c'est une peur inavouable, de la timidité, du complexe, une névrose d'échec, dirait Freud. Bref, on voit que malgré tout, cette peur, elle est puissante. Alors pourquoi a-t-elle une si mauvaise réputation? Pourquoi y a-t-il un discrédit de la peur? Je dirais qu'il y a des choses assez simples qui, sans doute, permettent de comprendre le discrédit qui porte sur la peur. D'abord, on l'a dit, la peur, c'est un mouvement négatif. C'est un mouvement de recul. Ça n'a pas l'air très positif, cette histoire-là. Au fond, quand on a peur, au fond, au lieu d'avancer, on fuit, ou éventuellement, on est paralysé. Donc on se dit, cet aspect négatif de la peur n'est pas un argument pour elle. La peur, si elle est une fuite, c'est aussi parce qu'elle est liée à une sorte d'instinct de conservation. Et je dirais que ça aussi, c'est un deuxième argument qui fait que la peur est mal vue, puisque la peur, elle a un côté, je dirais, assez animal, assez physique. J'ai pris une illustration, on voit que cet individu qui semble avoir vraiment très peur, eh bien, il se transforme, enfin c'est le corps qui parle. Et le corps parle, il est en sueur, il a les yeux exorbités, les dents qui claquent, le tremblement qui est là. Bref, la peur, non seulement c'est quelque chose qui relève de l'instinct chez l'homme, ça correspond sans doute pas, je dirais, à un désir humain à proprement parler, au sens où on dépasserait l'animalité. On est plutôt ici réduit au physique, on est dans quelque chose qui cherche la conservation de la vie à tout prix. Et parce que, précisément, on est face à un danger présent et pressant. À cet égard, il y a un auteur qui est intéressant de convoquer, qui est un auteur philosophique, qui s'appelle Hegel. Hegel dit, voilà, quand on parle de la peur, je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a des classes prépa qui ont comme thème servitude et soumission dans la salle. Hegel dit, au fond, la peur, c'est aussi une épreuve très intéressante, pour diverses raisons. Et Hegel, quand il dit ça, il s'appuie sur l'expérience grecque, et notamment l'expérience que les Grecs pouvaient faire sur un champ de bataille. L'idée de Hegel, c'est qu'au fond, si quelqu'un veut montrer son humanité, il doit être capable d'aller au-delà de l'instinct de conservation. Un homme qui est régi simplement par l'instinct de conservation, qui cherche à préserver sa vie à tout prix, et pour Hegel, quelqu'un qui choisit finalement de se rapprocher de l'animalité. Hegel estime qu'au fond, être humain, c'est être capable de mettre une valeur au-dessus de la simple survie. C'est être capable de se dire, au fond, je suis prêt à mourir pour quelque chose. Je ne suis pas simplement du côté de l'instinct de conservation qui définit l'animalité. Je peux être celui qui va mettre une valeur au-dessus de tout cela. Alors, vous voyez, on est quand même dans un contexte particulier, qui est le contexte de la guerre, qui est le contexte de l'honneur guerrier, etc. Et Hegel utilise cette idée dans un morceau de sa philosophie qui est assez connu, qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Alors l'expression peut faire peur. Je résume un petit peu ce qu'il en est. Dans cette dialectique, dit Hegel, un individu cherche à être reconnu dans son humanité. Pour être reconnu dans son humanité, dit-il, il va falloir qu'il aille au-delà, qu'il montre qu'il est au-delà du principe de conservation. Donc Hegel dit ça, c'est ça. Pour désirer être reconnu, il faut une lutte à mort, il faut risquer sa vie d'une manière ou d'une autre. Bon. Et donc, vous voyez, pour lui, c'est un point qui semble important. Alors, où intervient la peur? Alors, on voit bien que quand il y a une lutte à mort, un champ de bataille, sans doute les deux ont-ils peur. Mais il y en a un qui va avoir plus peur que l'autre et qui va être, d'une certaine manière, maîtrisé par la peur. Il ne maîtrise pas la peur, c'est la peur qui le maîtrise. Et dans ces conditions-là, dit Hegel, celui-ci, il se met à trembler, voilà, il est réduit en fait à un statut quasiment d'animalité, il n'arrive pas à réaffirmer
sa valeur guerrière ou son honneur par rapport à précisément quelque chose qui est le désir de conservation. Il finit par lâcher l'épée, et quand il a lâché l'épée par peur, eh bien, Hegel dit il se retrouve dans une situation où il va être réduit en esclavage. Et il faut savoir que dans la Grèce antique, celui qui était sur le champ de bataille et qui était défait, qui était fait prisonnier, souvent on estimait qu'il pouvait être réduit en esclavage. C'est l'idée que, comme il a choisi la vie plutôt que l'honneur, eh bien il aurait une vie sans honneur. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec cette idée-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde un petit peu ce que dit Hegel, on voit bien que la peur, elle est là, et elle est, si on ne la maîtrise pas, si on se laisse emporter par la peur, précisément, on est conduit à quelque chose qui relève de l'animalité. Alors ça, c'est le côté, je dirais, assez tragique que propose Hegel, puisque ça conduit à ce que quelqu'un devienne esclave. Et dans la Grèce antique, je répète, c'était ça. Si on regarde 14-18, et qu'on voit les textes de 14-18, vous avez constamment aussi cette idée qu'il faut absolument pas... On a peur, mais on va lutter contre la peur. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a un ancien président de la Ve République qui s'appelle Général de Gaulle. À un moment, 14-18, il était cerné par un certain nombre de personnes. Il dit à ses soldats, on va pas se rendre. Hop, il y va, il se fait mitrailler. Il est évidemment blessé. Voilà. Et vous voyez qu'on est encore dans cette attitude quasiment d'honneur militaire, qu'on peut trouver encore maintenant, qu'on peut trouver avec du recul un peu stupide, mais avec l'idée qu'au fond, il faut surmonter sa peur. C'est ça qui montre finalement notre animalité. Alors ça, c'est, je dirais, le côté un peu tragique, un peu dur, effectivement, du critique de la peur. Plus simplement, on sait très bien que dans les dessins animés, quand on voit un individu qui a peur, il y a tous les aspects physiques, et c'est ridicule. Ça fait rire, quelqu'un qui court, qui se met à courir parce qu'il a peur, immédiatement, il y a le côté comique. Donc comique, tragique, en fait, à chaque fois, ce qu'on montre, c'est que la peur, effectivement, semble ne pas pouvoir garder de crédit. Ce que je viens de dire sur la peur, on le trouve aussi en anthropologie. Les anthropologues, ces personnes qui regardent un petit peu toutes les civilisations, y compris nos civilisations, s'interrogent aussi sur le statut de la peur, par exemple, dans les rites de passage. Dans beaucoup de civilisations, quand il s'agit de passer de l'enfance à l'âge adulte, il y a un moment, il y a des épreuves. Parfois, d'ailleurs, dans ces épreuves, on peut risquer sa vie. Et l'idée, c'est qu'au fond, là, pour affirmer son humanité, pour devenir vraiment un adulte à part entière, il y a ces rituels qui sont là. D'ailleurs, quand on regarde l'anthropologie, il suffit de regarder parfois l'attitude de certains adolescents qui prennent des risques inconsidérés. On se dit, mais pourquoi font-ils ça? Les parents sont furieux, tout le monde est furieux. Mais pourquoi font-ils ça? Ils prennent des risques inconsidérés. Et puis on se dit, finalement, ils sont peut-être en train de refaire un rituel de passage. Je dis pas que c'est intelligent, mais en même temps, vous voyez, on est toujours dans cette idée d'affirmation de son humanité par la maîtrise ou le dépassement de la peur. Alors, tout ce que je viens de dire, ça conduit précisément à assimiler souvent... Marché. Voilà. Je suis déjà passé à Sartre, ça c'était un petit hommage pour la première journée philosophique, mais n'anticipons pas. Hop, on était un petit peu avant. Voilà. Tout ça, ça conduit souvent à assimiler la peur et la lâcheté. C'est un grand classique. Quelqu'un qui a peur, on dit « Oh, t'as peur, t'es lâche, voilà. » Bon, je crois que là, c'est encore un préjugé, si je puis dire. Je pense que la lâcheté, c'est pas simplement le fait d'avoir peur. La lâcheté, c'est d'être dépassé, maîtrisé par sa peur. Mais quelqu'un qui est courageux, il a aussi peur. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas peur. On a je dirais, toute une littérature qui assimile peur, lâcheté, voire peur et puis conditions serviles. Mais je crois que c'est une erreur. Je vous donne deux exemples, et ensuite on arrivera à cette citation d'un soldat de 14-18. Le premier exemple, c'est une citation de Virgile. Virgile, donc poète romain, latin, qui estimait que la peur était toujours le signe d'une basse naissance. Oui, c'est quand même assez dur. Celui qui a peur, en fait, c'est un individu de basse naissance. Alors on est dans une époque où il y a encore des castes et
et une sorte d'aristocratie qui estime que eux, ce sont les bons, ils sont courageux, ils n'ont pas peur, voilà. Voilà. Et ça, c'est donc 1er siècle avant notre ère. Mais si on regarde un petit peu un contemporain de François Ier, un chevalier qui est assez connu, qui s'appelle le chevalier Bayard. Le chevalier Bayard, on l'appelait le chevalier sans peur et sans reproche. Sans peur. Voilà. Donc on a souvent assimilé comme ça, vous voyez, peur et lâcheté, peur et ignominie, alors qu'en vérité, c'est un préjugé, c'est une erreur. Je crois qu'il faut quand même dire clairement que celui qui est courageux, c'est pas qu'il n'ait pas peur, hein, c'est pas, il va pas dire, comme on l'entend de temps en temps, même pas peur, hein, c'est pas ça. Hein, celui qui est courageux, il va plutôt surmonter sa peur, il fait avec. Et vous avez donc ce témoignage d'un soldat de 14-18 hein, qui justement critique cette idée d'assimilation de la peur à la lâcheté. Il écrit ceci, je vous lis le passage, vous l'avez devant vous, hein, mais ça vaut le coup. C'est un singulier abus de terme que d'opposer le courage à la peur, le brave au poltron. L'arrière, et quand il parle de l'arrière, il parle de ceux qui ne sont pas au front, hein, l'arrière a dit assez de sottises sur la peur pour qu'on doive lui rappeler que le poilu intrépide est un mythe. Quand un obus nous tombe à 15 mètres, ça nous fait tout de même quelque chose. Quand on attend dans la parallèle c'est cette tranchée où ils vont ensuite sortir pour attaquer. Quand on attend donc dans la parallèle leur hache, où on va monter le premier sur le parapet pour crier en avant, croyez bien qu'on n'est pas du tout à l'aise. Nul ne se croit déshonoré pour avoir tremblé en faisant son devoir. Tout le monde passe par là. Donc je crois que si on veut comprendre la peur, il faut comprendre le discrédit qui porte sur elle. Alors, à tort ou à raison, mais il y a aussi de mauvaises raisons hein, qui conduit à discréditer la peur. Et on peut arriver avec Jean-Paul Sartre, rappeler cette idée toute simple, hein, tous les hommes ont peur. On avait commencé comme ça d'ailleurs, quand j'avais décrit toutes les expériences de la peur possibles. Tous les hommes ont peur, tous. Celui qui n'a pas peur n'est pas normal, et ça n'a rien à voir avec le courage. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir, puisqu'on a, si je puis dire, dégagé le terrain, on va pouvoir ensuite élargir aussi. Là, pour l'instant, on a parlé plutôt d'une peur individuelle. L'historien Jean Delumeau, que j'ai déjà cité pour la définition générale au début, explique aussi que non seulement les individus pris isolément, mais aussi les collectivités, les civilisations elles-mêmes sont engagées dans un dialogue permanent avec la peur. Je dirais qu'actuellement, c'est un peu le cas pour notre civilisation, enfin, pour le monde entier d'ailleurs. L'arme du terrorisme, c'est aussi une façon d'utiliser la peur réelle, peur imaginaire. Je rappelle que le terrorisme, c'est terrible, mais en France, il y a plus de morts à cause des accidents de la route que du fait des terroristes. Je ne dis pas que c'est bien le terrorisme, je suis en train de relativiser, mais il faut savoir aussi raison garder sur cette histoire-là. Donc vous voyez qu'on est dialogue permanent avec la peur réelle, peur imaginaire aussi. Le problème de la peur, c'est que souvent, on a un danger, une menace que l'on croit être vraiment présente. Et donc il y a aussi dans la peur un facteur important, c'est la présence de l'imagination. Et ça, c'est vrai qu'on peut conduire des individus à avoir extrêmement peur alors qu'il n'y a aucune menace réelle qui pèse sur eux. Au contraire, on peut avoir des individus qu'on va rassurer alors que les menaces réelles sont là. Il y a un usage de la peur parfois, ou en tout cas il y a une réalité de la peur qui est assez étonnante. En tout cas, on n'oublie pas que ça vaut aussi pour les collectivités. C'est pas la peur individuelle, il y a des peurs collectives. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les peurs collectives, on appelait ça une panique. C'était le dieu Pan, qui était un dieu d'Arcadie, à vrai dire, qui est devenu un dieu de la Grèce en général, et qui, effectivement, était celui qui pouvait subitement agiter toute une tribu, toute une cité, qui était subitement pris de frénésie, de peur, d'inquiétude. Et on sait bien que ça marche comme ça aussi. Si on commence à voir des gens qui ont peur tout autour de nous, tout le monde se met à courir et à fuir, on fait la même chose. Il y a le côté collectif, il y a le côté entraînant de la peur. Chez les Grecs, alors il y a Pan, mais il y a aussi Phobos, qui a donné la phobie, qui est le dieu grec de la peur. Il y en a un autre qui s'appelle Démos. Alors Démos, c'est pas Démos le peuple, il y a un I qui
qui s'est introduit dans le terme, qui signifie la crainte. Et pan, donc celui qui a donné la panique, c'est la terreur. Quand on regarde ces divinités, c'est intéressant parce qu'ensuite on les trouve chez les Latins, chez les Romains plutôt. Donc vous avez Pavor. Pavor, c'est le nom romain de ce dieu qui s'appelait Phobos, qui était un dieu qui pouvait conduire à inquiéter, effrayer tout un peuple. Je vous rappelle que pour les Grecs, quand ils ont gagné Marathon et quand ils ont gagné Salamine, certains Grecs disaient ce sont les dieux Phobos et Démos qui nous ont aidés. Les Perses ont eu peur et cette peur les a paralysés. Ça a permis précisément des victoires pendant ce qu'on appelle les guerres médiques, puisque Marathon et Salamine, c'est les deux grandes batailles de cette guerre médique. Pavor, alors Pavor c'est intéressant parce que Pavor en latin, donc ça renvoie donc au dieu Phobos qui a donné évidemment les phobies. Quand on parle des phobies, claustrophobie, agoraphobie, on a un terme qui est créé à partir du grec. C'est Pavor qui va donner le terme peur en français. Le mot peur, on le voit, il est fixé en 1290. 1290, c'est là où beaucoup de noms sont fixés. Ils existaient sans doute avant, mais c'est là qu'il y a un premier effort qui est fait pour fixer le vocabulaire, un premier dictionnaire, on va dire comme ça. Et donc le mot peur est issu du latin pavorem, accusatif de pavor, qui désigne l'effroi, l'épouvante, et par affaiblissement un sentiment de crainte ainsi que l'émotion qui saisit et fait perdre le sang-froid. Donc on a cette étymologie qui est intéressante, et donc je suis allé chercher cette étymologie dans le dictionnaire historique de la langue française, qui a été mené par Alain Ray, c'est sous la direction d'Alain Ray, et il donne ensuite une définition générale de la peur, qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on a dit au début, quasiment, je vous la donne. La peur est devenue le nom général de l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, avec diverses nuances d'intensité selon le contexte, en général moins fortes que frayeur et effroi. Alors ce qu'on voit bien ici, c'est que le terme peur, au début, c'est plutôt l'effroi, l'épouvante. Ce que nous montre la définition d'Alain Ray, c'est qu'on a une étymologie, un mot signifie quelque chose au début, ensuite il y a toute une évolution sémantique. C'est-à-dire que le mot va parfois changer un petit peu de sens, et c'est vrai que le terme peur, il n'est pas exactement synonyme d'épouvante et d'effroi. La peur, ça peut être assez violent, c'est une vive émotion, mais souvent on distingue quand même de la terreur ou de la panique. D'ailleurs, il y a un terme qui existe, on utilise des termes pour qualifier une peur encore plus violente, c'est avoir une peur bleue, ou une peur panique. Tout ça, ça désigne une peur intense. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que si le terme de peur s'est fixé un petit peu par opposition à frayeur et effroi, même si ça peut aller jusqu'à frayeur et l'effroi, le sens commun s'est fixé un petit peu en dessous de cette intensité qui est la frayeur et l'effroi. Ce que dit aussi Alain Ray, c'est que quand on parle de peur, il y a diverses nuances d'intensité. Ça m'intéresse parce que on l'a vu quand j'ai fait la liste des peurs diverses et variées tout à l'heure, on avait des choses très différentes. Donc c'est vraiment une réalité protéiforme, la peur. Quand on cherche, une fois qu'on a la définition, en philosophie, ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle une analyse conceptuelle. Donc on cherche à voir tous les aspects, toutes les nuances. Et là, en l'occurrence, quand on parle de peur, ça peut être la peur bleue, ça peut être une peur, je dirais, avec une coloration différente. Donc il y a des intensités différentes, ce qui fait qu'il est important, je crois, que quand on cherche à présenter cette notion de peur, de voir que dans la vie affective, il y a des intensités différentes qu'on va trouver aussi dans la peur. D'abord, la peur, c'est une émotion. C'est pas mal de rappeler une définition d'émotion. Une émotion, c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité. Si c'est une très grande intensité, on n'est plus dans la peur, on est dans la frayeur, ou dans la terreur la plus complète, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Et si on regarde un petit peu la vie affective, souvent on distingue trois niveaux. On dit il y a l'émotion qui est vive, physique, brève. Il y a le sentiment qui est quelque chose de constant, parfois plus profond. Puis au milieu, il y a souvent la passion, qui fait que on est parfois dans l'émotion, dans le sentiment. La passion est souvent d'ailleurs un peu mal vue parce qu'elle ne sait pas choisir vraiment son camp. Et pour la peur, c'est sans doute la même chose.
Si on prend la peur qui va du côté de l'effroi, eh ben on a affaire à ce visage-là. C'est tiré donc de Psychose d'Alfred Hitchcock. On a une personne, effectivement, Hitchcock, j'ai oublié un petit T quelque part, voilà. On a une personne qui est effrayée, et là on voit bien qu'on est plutôt du côté de la terreur. C'est la scène où elle est dans la douche, et puis vous avez le personnage qui va la tuer avec un coup de couteau. C'est sûr que dans ces conditions-là, c'est plus que de la peur, c'est de la terreur complète. Mais en même temps, si on prend la peur de l'autre côté, qui devient plutôt un sentiment, on ne parlera plus peut-être de la peur, on parlera plutôt de la crainte. Et c'est cette crainte qu'on trouve d'ailleurs dans les religions. Là, j'ai pris l'Ancien Testament, mais ça vaut quasiment pour toutes les religions. La crainte de l'éternel, c'est-à-dire de Dieu, et le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Vous voyez, ici, c'est une peur qui n'est plus la peur classique, c'est plutôt une crainte qui est mêlée d'ailleurs d'admiration. Là, j'ai pris un individu qui est en train de prier, et on voit bien que l'attitude est différente. Crainte mêlée d'admiration, c'est-à-dire qu'on sent bien quelque chose de plus grand que nous. Là, c'est pas le sentiment de quelque chose de plus grand que nous, c'est le sentiment qu'il y a un grand danger puisqu'elle va être tuée. Oui. Donc on est quand même, si on regarde la peur, on voit qu'il y a des nuances quand même très différentes entre cette crainte quasiment religieuse, qui est prônée par la religion, et puis la terreur et la frayeur qu'on trouve dans les films d'horreur. Évidemment, on a des choses bien différentes, c'est des nuances qui sont importantes. Et souvent, ce qu'on entend par peur, c'est entre cette terreur et ce sentiment. On comprend bien que si on parle de la crainte de Dieu, ça peut avoir un sens religieux. Mais si vous parlez de l'effroi de Dieu, là, subitement, on est dans quelque chose, je ne sais pas si c'est religieux, ça peut devenir superstitieux. Si c'est la peur de Dieu, là aussi, on se dit, c'est quand même étrange. Ou alors c'est la peur de Dieu parce qu'on a la peur de la damnation. Là, c'est parce que on sent que le danger, c'est pas Dieu, c'est le fait qu'on s'est mal comporté et que le péché ou le mal nous ayant emporté, il ne nous restera pas grand-chose comme possibilité d'être sauvé à la fin. Donc, je crois que c'est important de rappeler ces nuances. Ensuite, on a vu que la peur, c'est la cause de la peur, l'objet de la peur, c'est le danger. Danger, alors, là aussi, j'ai déjà dit quelques mots là-dessus, mais j'y reviens. C'est le danger, le vrai danger, à première vue, c'est ce qui menace notre intégrité physique et psychologique. C'est ce qui peut nous détruire. Et le problème de la peur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des dangers réels et des dangers imaginaires. Le paranoïaque, c'est quelqu'un qui estime qu'il y a vraiment une menace terrible, c'est une maladie. On voit bien qu'il est dans l'imagination, il a la capacité d'ailleurs de vous raconter un scénario relativement convaincant. Quand vous écoutez un paranoïaque, vous dites ah oui, ça a l'air cohérent, etc. Mais en même temps, tout ça c'est du vent. Donc attention, la peur peut être ce qui nous conduit sur une pente imaginaire, sur du délire le plus complet. Et il y a beaucoup de psychopathologies dont un des symptômes premiers, c'est la peur. Alors, c'est la peur, mais c'est aussi, puisque je parle de psychopathologie, l'angoisse. Comment on distingue peur et angoisse, puisqu'on parle de sa cause? Je dirais que justement, la peur a souvent un objet bien déterminé. La cause, elle est souvent bien connue. Alors que l'angoisse est souvent un objet qui est inconnu, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à déterminer précisément pourquoi on est angoissé. Ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, encore plus angoissant. Puisqu'on se dit, ben voilà. Quand quelqu'un a peur, je sais pas, un enfant a peur, puis on veut le rassurer, il dit j'ai peur de ça. On lui montre, on dit mais non, voilà, t'inquiète pas, ton petit nounours il va pas t'attaquer, il est gentil, c'est pas comme dans les films, voilà, pas de problème. L'enfant regarde, il dit ah oui, bon voilà, la peur est évacuée. Mais si l'enfant est angoissé, il vient de faire un cauchemar, il est angoissé, voilà, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, l'angoisse est là. Et l'angoisse est d'autant plus là qu'il s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. C'est pourquoi, quand on regarde cette différence, on voit bien que l'angoisse est souvent vécue comme une attente douloureuse devant un danger d'autant plus redoutable qui n'est pas clairement identifié. Elle est un sentiment global d'insécurité. Aussi est-elle plus difficile à supporter que la peur. Vous voyez qu'un des problèmes de l'usage de la peur, c'est qu'on ne va pas simplement créer la peur, on va créer de l'angoisse. Ensuite, quand les gens sont angoissés,
quand ils sont dans l'anxiété, c'est difficile effectivement de les calmer. Donc on est en train d'allumer, je dirais, une psychologie collective un peu étonnante, parce qu'au fond, quand on a peur, on sent qu'on est menacé. Quand on est menacé, à un moment, on va peut-être réagir violemment. Il faut faire attention. Alors, vous voyez, tout ça, ça nous conduit quand même à une affaire encore plus sérieuse. C'est qu'au fond, on a l'impression que l'objet de la peur, c'est un danger, souvent un danger bien connu. Mais au fond, quand on gratte un petit peu, on se dit que ce qui produit peut-être la peur, la cause première de toutes les peurs, c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, la destruction complète, c'est-à-dire c'est la peur de la mort. Et là encore, on peut citer Jean Barrault, le soldat de 14-18, qui disait « Géante à la face effarée, sœur de la mort, la peur est notre reine et nul n'échappe à sa puissance ». Je vous rappelle qu'il était dans les tranchées, donc c'est aussi une citation qu'il faut remettre dans son contexte. Mais c'est vrai que cette peur de la mort, c'est peut-être celle qui, au fond, va vraiment expliquer toutes les peurs. Alors je reviens justement à ce philosophe qui s'appelle Hegel, qui dit des choses intéressantes, en disant qu'au fond, quand on regarde un petit peu, je vous rappelle, il y avait cette dialectique du maître et de l'esclave dont je vous ai parlé tout à l'heure, il dit quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, on s'aperçoit que celui qui lâche l'épée, qui cherche à être reconnu dans son humanité, donc il y a la lutte à mort, dit-il, une sorte de duel un peu étrange, celui qui lâche l'épée, finalement, il est vaincu par la peur, et parce qu'il est vaincu par la peur, finalement, il va être dominé par le maître. Donc pour Hegel, si nous avons des maîtres, c'est parce que nous sommes d'abord maîtrisés par notre peur. Et la peur qui nous maîtrise le plus, c'est la peur de la mort. C'est pourquoi Hegel pense que la mort est le maître absolu. Et notamment la peur de la mort, c'est, je dirais, le maître absolu d'un individu. Elle est la source de toute servitude et toute soumission. Celui qui commence à avoir peur de la mort, il peut avoir des maîtres. Celui qui maîtrise par contre la mort ne craint plus rien, ni personne. Donc c'est l'idée aussi chez Hegel que l'esclave, à un moment, celui qui est devenu esclave, il va pouvoir se libérer à partir du moment où il va faire un travail intérieur qui va lui permettre d'aller, je dirais, au-delà de cette peur de la mort, de maîtriser cette peur de la mort. Et quand vous maîtrisez la peur de la mort, vous n'avez plus peur de rien. Donc c'est un peu cette idée. Donc il faut sans doute se libérer de la peur de la mort pour précisément s'affirmer, on retrouve le thème qu'on donnait tout à l'heure, comme sujet libre, comme être humain, au sens fort du terme. C'est plus facile à dire qu'à faire, pour tout dire. On va quand même rappeler que ça demande sans doute du courage, mais je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Et même ce soldat, Jean Barrault de 14-18, disait, bon, ça reste quand même la peur de la mort, ça reste quand même notre reine à tous, c'est ce qui nous domine quand même. Il s'agit ensuite de faire avec, d'éliminer complètement, peut-être qu'on aimerait bien. Si c'était aussi simple, ça se saurait. En tout cas, ce que je retiens de Hegel, c'est cette idée que derrière toutes les peurs se cache celle de mourir. Et je crois qu'il n'a pas tort. Je crois qu'au fond, puisque le danger par excellence, le danger absolu, c'est quand même le fait que, précisément, il y ait une menace sur notre intégrité physique et psychologique. C'est ce qu'on appelle la destruction, c'est ce qu'on appelle la mort. Alors, j'aimerais finir. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite si je veux laisser quelques temps pour les questions. J'aimerais finir avec une question quand même assez classique. Existe-t-il un bon usage de la peur ? Déjà, première chose, la peur, tout de même, c'est une réaction instinctive. Donc il y a quelque chose de naturel. Il y a une fonction naturelle de la peur qui est parfois pas inutile. Vous vous promenez du côté des falaises d'Étretat, à un moment où vous glissez, vous risquez de tomber dans le vide, et par réflexe, il y a une violente émotion de peur, par réflexe, hop, vous faites un pas en arrière, vous arrivez à vous sauver, très bien. Donc il y a un côté, je dirais, la peur, elle peut être un moyen de se défendre, ça c'est très bien. On voit aussi, parfois on fait une chute, on s'y attend pas, la peur est là, et par réflexe on met les mains devant, et ça nous préserve d'une chute qui pourrait être beaucoup plus douloureuse. Donc la nature, de certaine manière, nous a donné cette peur, et on voit bien qu'il y a une fonction naturelle qui peut être fort utile. Pour autant, la nature nous a donné ça, c'est un instinct. L'instinct, il est généraliste. Il
s'adapte pas aux situations particulières. Donc on constate aussi que des fois on a peur et qu'on ferait mieux de maîtriser sa peur. Quelqu'un se met à avoir peur, il voit, je sais pas, quelqu'un de dangereux qui arrive quelque part, il se met à crier, évidemment, il est repéré immédiatement, et puis c'est là évidemment qu'il va avoir des ennuis. Donc la peur n'est pas toujours bonne conseillère, parce qu'au fond, comme tous les instincts, elle s'adapte, elle donne des principes d'adaptation un peu générales, mais l'instinct, c'est justement pas l'intelligence. La peur, elle n'est pas toujours très intelligente, elle n'est pas toujours très réfléchie. Elle nous donne une réaction immédiate, qui est adaptée, je dirais, à des cas généraux, mais ça marche pas toujours. Crier, ça peut être une bonne chose. Crier, c'est appeler de l'aide. Mais quelqu'un qui a peur et qui se met à crier, parfois, au lieu d'appeler de l'aide, il va attirer l'attention sur sa personne et ça va pas du tout marcher. La peur aussi, parfois, paralyse. Des fois, c'est bien. Vous avez une bête sauvage qui traîne quelque part, qui est sortie d'un zoo, et puis vous bougez pas. En fait, c'est parfois l'attitude qu'il faut faire, pas toujours. Des fois, il vaut mieux courir. Voilà. Donc, on a spontanément, je dirais, avec la peur, des réactions naturelles qui se mettent en place, qui peuvent être effectivement adaptées ou pas, parce que justement la peur n'est pas cette intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à toutes les situations. La peur, c'est un réflexe qui peut être parfois salutaire, dans certains cas, je vais montrer, pour précisément parer à des dangers. Mais des fois, c'est pas le cas. Donc des fois, il faut que l'intelligence arrive en disant « j'ai envie de crier, il faut peut-être mieux pas ». Il faut se retenir parfois. Bon, donc... Et il peut y avoir aussi un usage cathartique de la peur, après tout. Et cathartique, ça veut dire la peur peut aussi purger de mauvaises passions. Et ça, c'est vrai qu'on le voit notamment dans la tragédie. On sait qu'Aristote définit la tragédie en disant qu'il y a deux sentiments qu'on va utiliser dans la tragédie pour purger les passions, pour faire que les individus dépassent des épreuves difficiles. Alors, on va mettre en scène donc la peur et la pitié. La crainte et la pitié, c'est les deux choses que Aristote trouve importantes dans la tragédie. Donc il peut y avoir cet aspect cathartique de la peur. D'ailleurs, on le sait bien, dans les contes d'enfants, les contes pour enfants, souvent les adultes lisent les contes d'enfants, ils sont un peu effarés. Ils se disent, ça doit faire vraiment peur, cette histoire-là. Ben oui, mais pourquoi on fait peur aux enfants avec des histoires invraisemblables? Quand on y regarde un petit peu, il y a toujours des loups, il y a des ogres, les enfants se font souvent manger, quand même. Si vous prenez Saint-Nicolas, c'est quand même quelqu'un qui sauve des enfants qui est en train d'être mangés par un ogre immense. Et c'est une histoire terrible. On pourrait se dire, mais censurons ces histoires-là, les pauvres enfants, ils lisent ça, ils vont faire des cauchemars à n'en plus finir. Pour autant, il y a aussi peut-être un usage dans les contes d'enfants de cet aspect cathartique. En fait, on fait peur, mais c'est aussi pour apprendre à maîtriser sa peur. Au fond, on peut utiliser la peur à dose homéopathique. Et c'est un petit peu le cas, on utilise la peur pour faire réagir, et puis au fond, c'est une façon de s'y habituer, de les dépasser, parce que des peurs qui ne sont pas articulées par une fiction, c'est des peurs qui peuvent effectivement nous ruiner, nous miner d'une certaine manière. Donc voilà, et puis il y a aussi évidemment la peur au cinéma. Alors je ne sais pas si c'est toujours cathartique. J'ai pris un exemple de film des années 80, ça s'appelle Frayeur, au seuil des ténèbres via la peur. Je ne suis pas sûr que ça vous rassure quand vous l'avez visionné, c'est pas sûr. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être un aspect cathartique, mais il y a une ambivalence de la peur, puisque aspect cathartique, mais en même temps ça fait un peu jeu du cirque. On a l'impression que c'est aussi une façon de parfois flatter une mauvaise passion, et puis certaines personnes vont regarder ce genre de film en disant oui, même pas peur, je vais les regarder, et puis ils vont cauchemarder pendant quelques temps. Donc vous voyez, ambivalence quand même de l'usage de la peur. Alors, je vais aller plus vite parce que tout de même, j'avais été très ambitieux. Ça va être une conférence d'1h30, c'est pas le but. Ce que je propose, donc, je vais plus loin, je vais conclure, comme ça je vais laisser quand même peut-être 1 ou 2 minutes pour les questions. Mon idée, c'était quand même de montrer toute l'ambivalence de la peur. C'est vrai que si en politique, on peut, comment dirais-je, aussi parler de l'ambivalence de la peur. On voit, là où on est en pleine campagne présidentielle, il ne s'agit pas d'entrer dans le détail de la campagne présidentielle, évidemment. Nous sommes dans un lycée, donc il y a un devoir de réserve. Mais c'est vrai que la tentation existe, pour certains, d'utiliser des arguments qui sont du côté de la peur. À savoir, votez pour moi, on va vous protéger,
de toutes les multi-insécurités qui menacent le peuple français. Attention, voilà. Donc on entend souvent ça. Je vous rappelle que la campagne américaine pour botter en touche et dans un autre pays a joué aussi beaucoup sur les peurs. Hein. Et notamment, il y a une peur assez connue, hein. C'est pas l'agoraphobie, c'est pas la claustrophobie, c'est ce qu'on appelle la xénophobie. Hein. C'est la peur de l'étranger qui est parfois agitée en disant attention, danger, danger, danger. Alors, on voit qu'il peut y avoir un usage. Alors, face à ça, certains vont dire bon, bah oui, c'est vrai, il y a de l'insécurité, il y a des problèmes, il y en a, hein, il ne s'agit pas de les nier. Ils vont dire que ça va plutôt les attirer. D'autres vont dire attention, hein, quand on utilise ces arguments, c'est des arguments souvent dangereux. On l'a vu, la peur, ça peut conduire aussi à des réactions de haine, des réactions de rejet violents. Donc faire attention, hein, l'ambivalence, elle est là. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de sécurité, c'est parce que... Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des réactions? Vous avez pu voir, j'avais prévu quelque chose d'assez ambitieux. Bon, hein, et la peur va nous conduire à prendre plein de précautions, plutôt que de laisser les choses avancer. Hein, on voit bien que le réchauffement climatique, il est là, on voit bien qu'il y a des divers problèmes de pollution. Et donc là, vous avez un auteur qui dit la peur, ça permet aussi de préparer l'avenir. Elle peut être mauvaise conseillère, la peur, elle peut être aussi bonne conseillère. Parce que c'est une émotion, notre simple intelligence et le calcul des intérêts ne nous conduit pas à prendre les bonnes décisions pour l'écologie et pour les générations futures. Donc il faut peut-être aussi utiliser le choc de la peur pour réveiller un peu les consciences. Vous voyez, ambivalence. Cette ambivalence, elle est là, je crois, et on va conclure là-dessus. La peur, elle pousse à agir, elle peut aussi paralyser, on a vu. La peur, ça peut être une épreuve qui permet de s'affirmer, mais elle peut conduire aussi à se soumettre, si on ne la maîtrise pas, ça c'est égal. Elle est du côté de l'instinct de conservation, donc plutôt liée à des perspectives conservatrices, voire protectionnistes en politique. En même temps, elle peut conduire à approfondir nos capacités à relever les nouveaux défis que l'humanité doit rencontrer. Enfin, si on parle de la peur, ce serait difficile d'éviter de parler du côté affectif. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo de Freud. Aussi pour rendre hommage à une matinée qu'on avait faite sur Freud, on essaie de faire la synthèse. Et j'aimerais montrer qu'avec Freud, j'étais parti là-dessus, on a dit les désirs et les peurs parfois s'opposent. J'aimerais montrer que parfois on a peur aussi de ce qu'on désire. Ça arrive plus souvent qu'on le voudrait. On a peur de ce qu'on désire, et ce qu'on désire le plus, parfois, c'est ce qui nous fait le plus peur. Et si on a peur de ce qu'on désire, c'est aussi dans le désir amoureux, parce que la peur est une émotion, mais le coup de foudre est aussi une émotion. D'ailleurs, le coup de foudre est une émotion qui ressemble un petit peu à la peur. Des fois, les gens sont paralysés, scotchés, bougent plus. Voilà, comme si ils tombaient sur quelque chose qui les effrayait. Hein. C'est pas de l'effroi, c'est de l'amour. Donc on voit que entre les deux, c'est souvent un peu compliqué. Et c'est pourquoi j'ai voulu finir sur quelque chose d'un petit peu plus glamour, si je puis dire, hein, avec ce poème de Verlaine. Dans ce poème de Verlaine, ce qui me semble intéressant, je verrai simplement je vais vous dire ça rapidement. Dans ce poème de Verlaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'objet finalement de la peur, c'est peut-être pas tant le danger, c'est peut-être pas tant la mort. Si on a peur, c'est peut-être parce qu'on a peur de perdre ce qui est pour nous le plus précieux. Ça peut être la peur de la mort, parce que le bien le plus précieux serait la vie. Ça peut être la peur de son argent, ça c'est le cupide qui craint effectivement de manquer de tout. Ça peut être aussi la peur de la personne qu'on aime. Ça peut être aussi la peur de la liberté quand on rentre dans l'amour, et on va voir que Verlaine, en fait, mélange un petit peu ces deux peurs. Je vous lis le poème. C'est tiré de la bonne chanson de Verlaine, de son recueil de poèmes. J'ai presque peur en vérité, tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été. Tant votre image à jamais chère habite en ce cœur tout à vous, mon cœur uniquement jaloux de vous aimer et de vous plaire. Et je tremble, pardonnez-moi de si franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi, et qu'il vous suffirait d'un geste, d'une parole, d'un clin d'œil, pour mettre tout mon être en deuil de son illusion céleste. Voilà, je crois que si on a vraiment peur, c'est qu'on a peur de perdre ce qui, pour nous, est le plus précieux. Je vous remercie.